Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Mais qu'est-ce que c'est Originals ? Originals, c'est l'émission qui décrypte pour vous l'actualité des exclusivités de plateforme, des films aux séries en passant par les documentaires, la télé-réalité ou les animés. Un podcast à retrouver bien sûr chaque vendredi à 17h et si vous aimez ce que vous écoutez ou que vous tombez sur nous par hasard, laissez-nous un petit like, des étoiles, des commentaires, des partages, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on a besoin de vous. Aujourd'hui pour nous accompagner, je retrouve comme chaque semaine Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals. Aujourd'hui, vu le sommaire, tu es un petit peu notre plagiste en maillot de bain. J'espère que vous aimez ce que vous voyez. Salut Romain, comment on se retrouve ? Et notre invitée du jour, Amandine Jonio, journaliste tech au Journal du Geek, animatrice du podcast Romantrique, co-animatrice du podcast Romantrique et déjà autrice de plusieurs ouvrages, comme par exemple... Les Royaumes Fantastiques chez Larousse. Bonjour Amandine. Bonjour, vous allez bien ? On va bien. Et au sommaire, aujourd'hui, un gros plan sur un programme de télé-réalité qui s'appelle Ex on the Beach France, un programme MTV à découvrir sur Paramount+. Dans notre rubrique Ne cherchez plus, je rappelle, c'est une reco de Gauthier pour arrêter de scroller devant sa télé. Et de quoi tu nous parles aujourd'hui, Gauthier ? Aujourd'hui, je vais vous parler de la série qui s'appelle The Dropout, qui est sortie il y a déjà plus d'un an sur Disney+. Une série Stars qui revient sur le destin de Elizabeth Holmes qui avait créé la société Theranos et qui maintenant purge une peine de prison de 11 ans. On va voir pourquoi. On se fera ensuite bien sûr l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine et vous pourrez retrouver en toute fin d'émission l'interview originale de notre invité. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinema Teaser, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, un gros plan sur Ex on the Beach. Alors, imaginez le tableau. 8 célibataires aux mœurs plutôt légères dans toute la fougue de leur jeunesse. Ils sont bodybuildés et pas très habillés et n'ont pas vraiment fait l'ENA ou HEC. Jusque-là, c'est un peu n'importe quel programme du genre, mais continuez à imaginer. Ces 8 célibataires sont réunis dans une villa luxueuse, convaincus de participer à une énième télé-réalité. Quand tout à coup, leur ex débarque et les célibataires deviennent un petit peu des célibatards. À moins qu'ils ne l'aient toujours été. Cette semaine, on parle de Ex on the Beach dans Originals. 8 célibataires ultra sexy, prêts à enflammer le dance floor et flirter non-stop. On ne peut pas rêver mieux. Mais quelque chose d'énorme est sur le point d'arriver. Vos ex s'apprêtent à vous rejoindre pour des retrouvailles. De quoi ? Leurs ex débarquent. Non. Un par un, C'est relou. prêts à prendre leur revanche. Ok, la barre elle est là-haut. 11 saisons en Angleterre et ça arrive chez nous après un programme en 2016 qui s'appelait La Revanche des Ex. Cette fois, c'est le vrai nom, la vraie émission qui débarque. Mais ce principe des ex, c'est pas vraiment une nouveauté, Amandine ? C'est pas vraiment une nouveauté. Et là, même si le concept est assumé, ça a toujours été le cas. On a toujours fait revenir des ex. On a toujours fait revenir la petite amie trompée pendant que monsieur s'amuse avec la nouvelle de la saison. C'est quelque chose d'assez récurrent sur la télé-réalité. L'île de la Tentation, c'était déjà un peu ça ? C'était pas totalement ça, puisque ça demandait pas aux ex de revenir. L'île de la Tentation, c'est vraiment, tu mets des gens en couple, tu les sépares et tu mets des séducteurs à côté à chaque fois. Ça fait toujours mal au couple. Gauthier, t'as été séduit par ce truc-là, toi ? Ouais, je me disais que c'était un peu un reverse l'île de la tentation, justement. Tu mets des gens qui, a priori, sont célibataires, et puis là, tu leur fais revenir leur point d'attache sentimental, et est-ce que ça provoque le même désordre ou pas ? J'ai vu la bande-annonce de ce truc-là, et je me suis dit que ça serait sympa d'en parler un petit peu. Déjà parce qu'on est Originals et qu'on a promis de traiter de tous les contenus, et il y a de la télé-réalité sur ces plateformes, en particulier sur Paramount+, avec une sorte de partenariat avec MTV. Et celle-là, je vous l'ai déjà dit, moi, la télé-réalité, je découvre ça. J'ai toujours refusé d'en regarder. Et là, comme ça commence à se démocratiser sur les plateformes et que ça devient un petit peu notre boulot de le faire, je me suis dit, je vais prendre celle qui a l'air vraiment la plus sulfureuse, la plus folle, la plus déglinguée. C'était ça que me promettait la bande-annonce, en tout cas. Déjà, je tire mon chapeau à la personne qui a trouvé le
titre de ce programme. Ex on the Beach, c'est très très bien. Bravo. Alors, évidemment, ça rappelle, c'est un jeu de mots avec un cocktail, mais voilà, il y a des spin-offs de Ex on the Beach, figure-toi, en Angleterre, notamment Ex in the City, qui est un autre jeu de mots. C'est bien. Et voilà, donc ils sont coutumiers du fait, j'ai envie de dire. Ouais, c'est super. Et j'aime beaucoup le pitch que tu as très bien raconté tout à l'heure, c'est-à-dire que les 8 célibataires qui arrivent dans le premier épisode, qu'on réunit dans le premier épisode et qui pensent être là juste pour se séduire, c'est 8 personnes qui ont entre 22 et 34 ans. Ils sont tous gaulés comme c'est pas permis et ils savent tous qu'ils sont là pour se pécho les uns les autres. Donc au bout de 10 minutes, tu te dis mais c'est pas possible, ils vont tous s'emboîter, ça va être dégueu. Et en fait, c'est peut-être la première surprise que j'ai, ou peut-être la première déception, c'est que du coup la production de cette émission joue constamment à leur faire vivre un espèce de chaud-froid hyper pénible, où dès que ça se rapproche, ils sont là genre on va faire un petit temps calme. Alors on les envoie faire du yoga ou je sais pas quelle activité débile. Et en revanche, dès qu'ils se calment un petit peu, et bah du coup on les met les uns sur les autres dans des soirées et tout ça, et ils sont censés se galocher alors qu'on vient de leur dire de pas se galocher. Enfin, c'est très, il y a un rythme comme ça qui doit être assez frustrant pour eux. Amandine, de ton côté, c'est pas ta première télé-réalité ? Non, alors dit comme ça, c'est un peu bizarre. Je n'ai pas participé à des téléréalités. Non, moi j'étais journaliste pendant longtemps pour des programmes de télé-réalité. Tu parlais de La Revanche des Ex. On était sur mon créneau. J'ai beaucoup couvert cette émission. C'était une expérience. Mais oui, effectivement. Alors, tu parlais de télé-réalité sulfureuse. On est loin d'être sur la plus sulfureuse. C'est ce que j'ai compris, ouais. C'est ce que j'ai compris en la regardant. Ouais. La plus sulfureuse pour moi et la plus sexuellement assumée étant Too Hot to Handle sur Netflix, qui est pour le coup, Comment tu dis, pardon ? Too Hot to Handle. Ok, c'est quoi le principe ? Eh bien, pareil, tu mets 10 célibataires beaux comme des dieux et très gaulés et très très chauds sur une île, dans une villa. Tu leur laisses 48 heures pour commencer à s'emboîter. Et puis ensuite, tu leur dis « Oh, au fait, vous avez une cagnotte de 100 000 €. Si vous vous emboîtez, vous perdez de l'argent. Si vous vous masturbez, vous perdez de l'argent. Si vous vous embrassez, vous perdez de l'argent. » Et voilà. Ah oui, c'est pas mal. C'est assez drôle. C'est pas mal. Mais une autre de mes déceptions sur Ex on the Beach, en tout cas sur cette première saison française, c'est que je pensais vraiment prendre le cas de figure de la télé-réalité où tous les candidats allaient être un petit peu ce que j'entendais des Marseillais ou des ch'tistes, des gens complètement où tu te dis mais c'est pas possible, ils n'existent pas, ils peuvent pas être aussi moralement totalement détruits, quoi. Ça peut pas être la banqueroute totale. Ceux qu'ils ont choisis là, bon, comme dirait ma femme, c'est pas non plus les pingouins qui glissent le plus loin sur la banquise, quoi. Mais c'est pas, il y en a certains, je me dis presque. Je pourrais passer une bonne soirée avec eux, ils ont l'air assez sympas. Ils sont surtout d'une bienveillance, malgré la situation, qui me dépasse complètement. C'est-à-dire que dès qu'il y en a deux qui se mettent ensemble et que ça déçoit un peu quelqu'un d'autre, ils vont le voir pour s'excuser, pour être sûr que c'est OK, pour se faire des petits sourires, pour être sûr de ne pas avoir cassé l'amitié qu'ils ont entre eux et tout. Il y a même des moments où je me dis, mais je crois que je serais moins... même moi, si j'étais là-bas, j'aurais moins de scrupules qu'eux, au fait, quoi. Alors t'inquiète pas, ça risque de vite changer. Bah j'espère. Amandine, c'est justement ces candidats un peu archétypaux qui sont souvent similaires d'une télé-réalité à une autre. C'est vraiment ce qui plaît au public ? J'allais dire justement, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a certains candidats qui touchent, tu vois, et d'autres pas ? C'est parce que c'est un casting. Et du coup, comme tu castes des gens pour une série, ils vont caster la bonne copine qui, du coup, va être plutôt dans le personnage de Sophie. La bimbo un peu sulfureuse qui vend ses photos sur Mime, on l'a aussi. On va avoir le beau gosse italien, tu vois, qui drague beaucoup mais qui finalement a un cœur tendre. Enfin, il y a vraiment ces archétypes de personnages. Il a vraiment un cœur tendre ? Écoute, en tout cas, c'est le seul qui est connu d'avant pour avoir fait déjà de la télé-réalité et c'est un sacré personnage, effectivement. On parle j'avais écrit Antoine son nom. Goretti. Antoine Goretti, ouais. Oui. Moi, c'est vrai que quand on fait leur portrait dans les premiers épisodes et qu'on voit la façon dont ils ont de qualifier un partenaire potentiel, on est quand même sur le traitement plutôt de supermarché au rayon viande que dans quelque chose du dating. Ouais, mais justement, au troisième épisode, moi j'en suis au troisième épisode. Au troisième épisode, on se rend compte que pour une des petites jeunes qui a 22 ans, on a presque fait un miscast, quoi. Alors c'est peut-être un miscast volontaire, mais oui, il en faut.
Voilà. Il en faut toujours. On découvre qu'elle est plutôt venue pour chercher le prince charmant et elle se retrouve dans une villa avec des mecs qui font l'hélico à longueur de journée et tout. Et tu te dis, bah ouais, c'est pas vraiment là que tu vas retrouver le prince charmant, cocotte, quoi. Mais parce que c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien en télé-réalité, justement, de mettre un peu cet outsider. Il y a toujours aussi, tu vois, le mec qui va être complètement à contre-pied des autres, qui va pas du tout être séducteur, justement, qui va être plutôt le bon copain. Et en fait, il va y avoir ce personnage hyper attachant auquel on peut beaucoup plus s'identifier parce qu'a priori, les gens qui regardent la télé-réalité ne sont pas tous des bodybuildés de 1m50. Et en fait, on va avoir ce truc on s'attache à ces personnages et généralement, ce sont eux, soit qui vont quitter l'aventure en cours de route parce que vraiment, ils se sentent plus à leur place. Donc, ça fait un petit peu moment d'émotion. D'accord. Soit ce sont justement eux, en fait, qui vont avoir la belle histoire de la saison. Donc, leur ex va revenir et en fait, ça va être le coup de foudre ou justement, ils vont rencontrer quelqu'un et se reconstruire. Je voulais vous demander votre avis justement par rapport au découpage, puisque là on est quand même sur un concept de retour des ex des candidats et du coup là, le montage fait que à chaque épisode on se retrouve avec une montée en puissance, avec l'arrivée d'un ou d'une nouvelle ex. Et on sait jamais de qui. De qui, voilà, ça rebat les cartes, ça fait un climax de fin d'épisode. Comment vous trouvez ce découpage ? Vous pensez que c'est mieux que d'avoir tous les ex qui débarquent en mi-saison ? Enfin, je sais pas, il y a eu des fois comme ça des choses qui ont été imaginées. Amandine, peut-être ? Alors, déjà, c'est vraiment copier-coller en fait, du découpage de la série originale. Il y a vraiment ce truc de tant la revanche des ex, tu vois, jouer sur exactement les mêmes mécaniques, mais n'avait pas les droits. Là, on est vraiment sur la licence, sur une adaptation fidèle de la licence, exactement comme avec les Shore et avec Frenchy Shore France, qui a été adapté quelques années plus tôt. On est vraiment sur du copier-coller. Donc, l'humour du narrateur, par exemple, c'est exactement le même. Oui, ça se sent. Ouais, c'est pas très réussi en France, je trouve. Non, c'est pas très réussi. On a même l'impression d'entendre une vieille tante relou te montrer ses photos de vacances. Alors là, on était à la plage. Alors là, on était à l'hôtel. Mais il faisait pas beau. Oui, voilà. Bah oui, je vois. Oui. Bah, en fait, c'est vraiment ce qui fait... alors, je vais pas dire le sel, parce que peut-être pas non plus, mais c'est ce qui fait en tout cas la particularité de Ex on the Beach. Il y a vraiment ce côté, le narrateur se fout un peu ouvertement de la poire des candidats. Et du coup, ils ont fait la même chose en France. Je suis pas sûre que ça fonctionne autant. Sans l'humour anglais, du coup. Ouais, sans l'humour anglais. Mais il se moque d'eux, mais en même temps, il commente les situations en temps réel, ce qui est hyper bizarre. Genre, est-ce que la soirée va devenir un petit peu olé olé ? Bah, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer, mon gars ? On est là pour ça, quoi, au fait. J'avais une autre question, elle était par rapport à la production en général. Genre, la villa, vous la trouvez plutôt assez sympa pour vous imaginer y faire des vacances de rêve ou c'est un peu cheap ? Enfin, par rapport aux autres standards qu'il peut y avoir dans les autres téléréalités, vous en pensez quoi ? Alors moi perso j'en ai vu pas mal des téléréalités à l'autre bout du monde et c'est très classique, c'est-à-dire que ça fait pas rêver, mais en tout cas on est quand même vraiment pas sur des trucs cheap. Alors je pense que la licence aide, puisqu'il doit y avoir les moyens de Paramount MTV et de Ex on the Beach derrière, mais non ça va, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Non, ça a l'air très joli. Enfin, moi, c'est un peu ma vision de l'enfer de passer des vacances là-bas. J'ai pas du tout envie de faire ça, moi, perso. Hein, mais je vois l'idée. Il y a plein de petits détails, moi, qui me laissent perplexe. Du style, ils dorment dans des dortoirs. Il y a pas de cloison entre les lits. Je trouve ça hyper bizarre. J'aimerais bien aussi savoir ce qu'on appelle un ex. Parce que là, les premiers débarquent et au fait, c'est des gens qui sont restés 2 mois ou 3 mois avec les personnes en question ou qui ont eu vaguement des relations sexuelles mais qui sont pas allés beaucoup plus loin et tout ça. Et je me disais, attends, mais j'avais presque envie de voir une télé-réalité avec des gens normaux, tu vois. Moi, tu me mets là-dedans et tu me remets mon ex historique. On fait tout ça. C'est très grave, quoi. Il va se passer des trucs horribles. Humainement parlant, hein, pas du tout sexuellement parlant, ni rien du tout, quoi. Enfin, c'est... Après, on est sur des personnages qui jouent aussi sur ce côté séducteur, qui du coup vont avoir des ex par dizaines, c'est un peu leur tableau de chasse aussi. Ouais. Mais oui, par contre, on peut avoir un peu tout. Je sais que par exemple, dans une saison UK, on avait par exemple une ex qui se présente comme l'ex de machin. On a eu une histoire d'amour courte mais vraiment intense et torride. Et en fait, le gars lui dit non, en fait, on s'est rencontrés en boîte, on s'est galoche. Enfin, sauf que Ils voient pas du tout leur relation. Ouais, exactement. Tu vois, c'est déjà arrivé que par exemple une ex débarque et qu'ils ne la reconnaissent pas. Qu'elle lui dit ouais, je viens pour toi. Et qu'il lui fasse qui tu es ?
C'est comme les Ex on the Beach Celebrity Edition qui existent Mais aussi. bien sûr. Est-ce que ce sont vraiment des célébrités? C'est un peu la même chose. Oui, alors c'est des célébrités de télé-réalité. Alors justement, est-ce qu'une émission de télé-réalité sur une plateforme payante, comme c'est le cas pour Paramount+, ça doit aller plus loin pour séduire le public? Je pense notamment donc à Ex on the Beach, mais aussi à Dating Naked, qui a un autre argument de vente, c'est que si vous le regardez sur les réseaux sociaux par petits extraits, évidemment c'est censuré, mais si vous payez l'abonnement et que vous regardez la vraie version, bah, c'est vraiment à poil. Est-ce qu'il faut ce truc en plus un peu scabreux pour séduire sur les plateformes? Il a toujours fallu un truc scabreux pour séduire avec la télé-réalité. C'est juste que je pense que la fenêtre d'Overton s'est un peu décalée, tu vois, au fil des ans. Mais à la grandeur de la télé-réalité, à l'époque Énergie 12, W9, Les Marseillais, Les Anges, on était déjà sur des trucs hyper trash. C'est juste que, en fait, c'est assez drôle parce qu'avant, les productions de télé-réalité cachaient les trucs les plus scabreux. On comprenait qu'il s'était passé des choses, mais c'était souvent un peu romancé. Et il y avait ce côté... en fait, on le cache. Et du coup, ça fait aussi, d'ailleurs, la promo de la télé-réalité, puisque, en fait, il y a beaucoup de candidats qui prenaient la parole, ensuite qui disaient « Oui, mais en fait, il s'est pas vraiment passé ça. Et en fait, là, on avait couché ensemble, mais ils l'ont pas dit. » Et en fait, ça faisait partie de toute la promo autour. Okay. Maintenant, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que... Enfin, il se passe évidemment encore des choses en dehors des saisons. Hein. Les candidats de télé-réalité vivent leur meilleure carrière en dehors des saisons. Il faut quand même bien le comprendre quand tu veux être candidat de télé-réalité professionnelle. Maintenant, on essaye de tout montrer parce que justement, c'est vendeur et parce qu'il y a ce côté très subversif. Avec Frenchy Shore, par exemple, tu vois, on l'a vu. C'est assez nouveau, mais c'est nouveau en France. Il y a vraiment ce truc de, en France, on cachait les choses, notamment la question de la sexualité. Tu vois, c'était très caché. C'était assez rare. Sous-entendu plus que explicite. Là, toujours, en l'occurrence, il y a des plans sur des couvertures qui bougent. Quoi. Ah oui, bien sûr. C'était vraiment quelque chose qui était caché. Je me rappelle que, par exemple, dans Les Marseillais, ils disaient toujours « on a passé la nuit ensemble ». Ouais. On disait jamais qu'on avait couché ensemble. La première fois dans les Marseillais, non, c'était Les Princes de l'amour, où on voit, ou en tout cas une capote en fait, est intégrée au scénar. Vraiment, c'est un petit bouleversement, tu vois, pour les internautes, pour les téléspectateurs. C'était en quelle année à peu près, tu te souviens? C'était il y a une petite dizaine d'années. Ah oui, quand même. Et alors, du coup, toi qui as longtemps justement chroniqué ce genre d'émission, est-ce que tu trouves que Ex on the Beach a un petit truc en plus? Alors, moi, je connaissais Ex on the Beach, la version originale. J'avoue que j'avais regardé un peu de loin, parce que je trouve ça toujours un peu rigolo, les drames avec des ex qui reviennent, les histoires d'amour qui se font, qui se défont. Honnêtement, c'est pas mon programme préféré, parce que je trouve qu'il y a vraiment ce truc de... C'est très scénarisé, c'est trop scénarisé, il y a vraiment... Puis surtout là, on l'a pas encore vu en France, ça arrivera sans doute, mais en fait, le monde de la télé-réalité, c'est un petit vivier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette nouvelle vague de génération de télé-réalité, c'est qu'on se retrouvait avec en fait, des candidats qui étaient complètement consanguins. Genre, ils faisaient toutes les émissions, ils se retrouvaient d'une à l'autre. Ils faisaient toutes les émissions, ils étaient tous ex les uns avec les autres, et en fait, t'as plus de fresh meat, en fait. T'as ce truc de, il faut des nouveaux candidats pour alimenter le truc, puisqu'une fois qu'ils ont tous couché ensemble, qu'ils sont tous sortis, qu'ils sont tous ex de machin, de trucs, bah évidemment, tu te retrouves un peu à ne plus savoir quoi en faire. Ça perd de la spontanéité, peut-être? Alors, spontanéité, non, puisque ce serait naïf de croire que aujourd'hui, tu vois, en 2025, la télé-réalité, c'est spontané. Ça l'était à une époque, les premières époques des Anges et tout, oui, ça l'était parce que les candidats n'avaient peut-être pas conscience des enjeux qui se jouaient. Ça ne l'est plus maintenant. Quand tu es candidat à télé-réalité, c'est un plan de carrière. Alors, je ne dis pas que c'est très intelligemment formulé, ou en tout cas que ça fait partie d'un truc à long terme, mais en tout cas, il y a quand même ce truc de... Tu n'es pas candidat à télé-réalité pour vivre une expérience, tu es candidat à télé-réalité pour devenir influenceur. Une sorte de célébrité, influenceur, etc. Moi, je suis... moi qui découvre ça avec mes yeux totalement naïfs, je suis assez content de voir que ça prend le chemin des plateformes, parce que ce qui me révoltait, c'est un grand mot, moi, il n'y a pas grand-chose qui me révolte, mais ce qui m'énervait avec la télé-réalité quand elle était sur la télé linéaire, c'est que la télé linéaire, il y a un espace qui n'est pas infini. Donc, comme ça prenait énormément d'espace et de plus en plus d'espace, tout le ton de la télévision devait s'adapter à la télé-réalité. Maintenant, t'as plus Fort Boyard, t'as Koh-Lanta, enfin bon, voilà l'idée. Qu'elle trouve sa place sur les plateformes. Là, sur les plateformes, l'espace est infini, donc, ou presque. Donc on peut tout à fait aller chercher sa télé-réalité là-bas et laisser la télé linéaire reprendre une forme je sais pas, de qualité. Après, je suis peut-être totalement idéaliste et c'est pas du tout ce qui va se passer dans un futur proche. En tout cas, je n'ai plus aucune frustration
à me dire que ces programmes-là existent et qu'ils existent là. Après, voilà, quand tu les regardes pour la première fois, tu te dis d'une part que c'est très ennuyeux parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à les regarder faire des activités débiles, des bains de minuit à poil, des trucs où il y avait absolument aucun enjeu ni aucun amusement pour quelqu'un comme moi. Action ou vérité? Avec Oui, des gens c'est qui ça, sont prêts à tout. Des trucs comme ça. Et en même temps, je suis surpris. Je pensais vraiment que j'allais tomber sur ce que tu disais, des gens qui n'ont vraiment pas fait l'ENA. Ouais, ils ont peut-être pas fait l'ENA, mais en fait, ils sont assez sympas tous. Hein. Moi, en regardant les premiers épisodes, quand ils font les portraits des différents protagonistes, je me disais, j'aimerais trop qu'il y en ait un ou une qui débarque en disant bonjour, moi je suis fan de Nietzsche et de Schopenhauer, et mon métier c'est que je suis confiseur aviateur. Juste pour voir la tronche des gens. C'est ça. Et en fait, il n'y a pas ce truc subversif, pardon. Ouais, tu te doutes bien qu'ils sont pas à 2 minutes de faire partir une roquette dans l'espace, hein, mais bon, vraiment, je pense que je connais plein de gens qui leur ressemblent un petit peu et que je pourrais passer quelques temps avec eux et que je serais pas dans le rejet de telle personne. À quoi vous attribuez le succès de ce genre de programme au final ? Alors déjà, il y a le succès de la télé-réalité de manière générale. La télé-réalité, c'est un genre qui plaît depuis longtemps, qui a beaucoup évolué depuis 10-20 ans. Mais c'est un genre qui a quand même pas toujours existé, mais qui existe depuis longtemps, qui a toujours un peu plu. Alors, il y a le côté voyeur, il y a le côté tout ce que tu veux, mais en fait, c'est l'idée d'avoir une série avec un semblant de vérité, une promesse de personnages, mais qui n'en sont pas vraiment. Il y a toujours cet aspect un peu romancé que t'aimes bien suivre, je pense. Et puis surtout, il faut rappeler que la dernière chose que tu es en train de regarder là-dedans, c'est la réalité. Bien sûr. Parce que là, des gens qui sont dans une villa magnifique, dans une île de la Méditerranée, qui ont tous un corps incroyable, Oui. qui sont tous des bigger than life. Moi, je temporise ce côté sur les corps sublimes ou ce genre de choses. Non, mais si tu veux, c'est des physiques très particuliers, archétypaux. Oui. Ça plaît pas à tout le monde non plus. C'est des gens beaux. Après, quand je les ai vus dans les looks arriver, de porn star. Quand je les ai vus arriver, il y en a pas une où je me suis dit, je serais prêt à mourir d'amour pour cette personne-là. Non, c'est l'idée qu'on se fait des gens beaux, des gens musclés, sexy, qui marchent délicieusement dépoutraillés, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Enfin bon, voilà. On regarde du rêve, hein, en fait. Alors après, Ex on the Beach, tu vois, n'est pas un exemple sur le sujet, mais par exemple, il y a plusieurs téléréalités, et notamment des téléréalités modernes comme Frenchy Shore, qui mettent en avant des corps différents des normes archétypales qu'on attend de la téléréalité. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça peut aussi être un vecteur on voit des corps différents. Donc bon, quitte à voir de la merde, autant voir des corps différents. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal. Tu vois, dans Frenchy Shore, par exemple, on a quand même beaucoup de représentations de la sexualité. On a une personne transgenre, on a une personne pansexuelle, bisexuelle, on a une personne grosse, on a une personne... Enfin voilà, il y a vraiment des trucs, des corps en fait qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ou des orientations. Des orientations sexuelles aussi. Et là aussi, ils sont pas tous hétéros. Hein. Ils le disent d'ailleurs au début, qu'ils sont ouverts un peu à tout. Ils sont tous bicurieux. C'est quand même plus un moyen de dire, on prend ce qui passe et c'est OK, tu vois. J'ai pas de filtre. Non, mais c'est ça. Mais par contre, tu parlais, tu vois, de la bienveillance. Ça aussi, c'est un truc qui a beaucoup changé sur le marché de la télé-réalité. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on était vraiment dans la culture du clash. On était vraiment dans la culture du faire le buzz, faire du clash. Et c'est quelque chose qui a énormément desservi et les candidats et les productions, surtout. Dans Les Anges, par exemple, il y a vraiment eu des cas assez graves de harcèlement qui sont sortis en plus quelques années après, parce que du coup, à l'époque... Entre les candidats ou suite à des clashs, les gens derrière leur écran, derrière leurs réseaux sociaux? Non, évidemment, ça, sur les réseaux sociaux, il y a toujours eu un peu. Je pense que malheureusement, c'est un peu le prix à payer pour t'exposer en tant que candidat de télé-réalité. Par contre, il y a vraiment eu des réels problèmes de harcèlement, de violence entre les candidats. Et ça, pour le coup, c'était des choses assez graves qui, à l'époque, en plus, étaient filmées, tolérées, encouragées par les productions, tu vois. C'était quelque chose qui était un peu dit à demi-mot, mais on a eu quand même des sauts d'urine balancés sur une candidate parce que c'était la tête de turc du groupe. On a eu vraiment des trucs qui ont conduit à des drames, en tout cas à des tentatives de suicide. Il y a eu des choses quand même très graves. Et je pense que du coup, depuis quelques années, il y a vraiment ce retour à la nouvelle télé-réalité qui va être beaucoup plus axée sur l'affect. Donc, par exemple, côté marseillais, on va avoir des
des dynasty shows. Le retour des dynasty shows, ça c'est quelque chose qui marchait pas du tout en France. C'est quoi exactement ? Un dynasty show, c'est concrètement, tu prends des candidats, par exemple des Marseillais, des Ch'tis, qui du coup sont connus depuis 10 ans pour leurs frasques justement très trash dans des téléréalités, ou pas d'enfermement, puisque c'est du semi-enfermement sur ce genre de programme, mais où du coup ils vont être dans une villa, où ils vont se clasher à longueur de journée, où tu les as vus se tromper, se battre, voilà. Et en fait, maintenant, ils aspirent à une vie rangée. Donc on voit un dynasty show, c'est tu suis leur vie normale en fait. Donc tu vas suivre leur business, tu vas suivre leur mariage, leurs enfants, puisque évidemment aussi il y a le fait qu'ils vieillissent, ces candidats. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont des enfants. Donc en fait, il y a vraiment ce retour aussi un peu à la bienveillance dans la télé-réalité, qui n'est pas du tout, je pense, un truc altruiste. C'est vraiment un truc de ça marche. Et du coup, il y a vraiment ce truc du coup, dans la télé-réalité d'enfermement et dans ce genre de télé-réalité comme Ex on the Beach, qui est on veut des gens qui soient beaucoup plus bienveillants et dans leur représentation sexuelle et dans leur approche de la sexualité et de l'amour. C'est ce que tu disais de une fille va se mettre avec un mec, mais en fait elle avait déjà flirté avec un autre mec. Mais en fait il va y avoir ce truc de ok, on vérifie que tout est ok, et on vérifie que c'est bon et que personne n'est vexé. Ouais, ils sont super doués en communication sentimentale en France. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour conclure, si tu devais justement conseiller une télé-réalité aujourd'hui, tu orienterais nos auditeurs vers qui ? Vers quoi ? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé quand c'est sorti, mais parce que ça changeait, The Circle sur Netflix, qui était une télé-réalité, alors un peu différente, parce que c'était une télé-réalité d'enfermement, mais où chacun était enfermé dans une chambre différente, et où les candidats ne pouvaient communiquer que par réseau social interposé. Donc, en fait, il y avait un réseau social qui avait été créé pour l'occasion, qui s'appelait Le Cercle, et les candidats pouvaient discuter via ce réseau social. Et en fait, l'objectif à chaque fois, c'était d'être le plus liké par les autres. Et donc, en fait, il y avait des discussions entre candidats, mais du coup, qui passaient en DM, qui passaient en message de groupe. Ils créaient des groupes entre eux. Donc, il y avait vraiment un espèce de côté stratégique, puisque le but, évidemment, c'était de se faire élire candidat le plus aimé. Et en fait, c'était assez drôle parce que, comme sur les réseaux sociaux, c'était un peu une critique un peu cynique du truc, mais il y avait ce côté, soit tu la joues hyper franco et tu mets des photos de toi et tu racontes à quel point tu aimes les Golden Retrievers et ta grand-mère. Soit, en fait, tu mens et du coup, par exemple, il y avait des gens qui avaient des fake profils. Ah oui, carrément. Par exemple, une vieille dame, c'était hilarant, c'était la première saison, en France, c'était une vieille dame deux vieilles dames d'ailleurs, qui étaient ensemble et qui ont fait le profil de leur petit-fils, d'un des petits-fils des deux, garçon très beau, voilà. Et en fait, elles avaient noté des expressions de Jones pour essayer, tu vois, de draguer un peu. Et c'était cramé, mais à 1000 km, c'était hilarant. Enfin, il y avait vraiment un côté très drôle et assez bon enfant. La saison française qui est sortie, je crois que c'était la 3e à sortir, puisque c'était le début des télé-réalités un peu internationalisées. Donc, il me semble que la première, c'était US, qui était vraiment marrante. Et après, du coup, il y en a eu pas mal. Il me semble qu'il y a eu Amérique latine, France, UK, enfin... Non, mais c'est pareil sur Ex on the Beach, hein, Oui, il y a bien 14 sûr. pays différents Bien sûr. sur ce programme. Bah, c'est comme les shorts. Les shorts, il y a énormément de déclinaisons. Merci à tous les deux. Merci. Merci à toi. Amandine. Je rappelle que Ex on the Beach France est disponible sur Paramount+, et que la plateforme diffuse un épisode par semaine le samedi. Je vous propose de laisser tous ces candidats en maillot de bain pour la campagne anglaise, non, mais pour l'industrie pharmaceutique, oui. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. Et aujourd'hui, Gauthier, tu nous parles d'une mini-série tirée d'une histoire vraie, je crois. Absolument. The Dropout, qui est disponible sur Disney+, une série Stars, qui retrace plutôt le destin assez tragique d'Elizabeth Holmes, qui est interprétée par Amanda Seyfried dans la série, et elle revient sur la création de la société Theranos. J'ai décidé d'arrêter mes études. Cette machine va changer le monde. Les jeunes d'aujourd'hui sont dans l'action. Ils n'hésitent pas à remettre en question les anciennes méthodes. Ils veulent changer les choses tout de suite. Ensemble, nous allons rendre les soins accessibles à tous les malades des États-Unis. Je comprends pas comment vous pouvez assurer le travail d'un ingénieur chimiste avec un diplôme de lycée. Cette technologie ne sera prête que dans 10 ans, au moins. Votre idée est impossible. Mais continuez à apprendre, continuez à essayer. Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. C'est Yoda. Alors, qu'est-ce que cette société Theranos ? Déjà, qui est Elizabeth Holmes ? C'était une jeune femme qui s'est lancée dans la tech après avoir arrêté l'université assez tôt dans les années 2000. Et elle s'est lancée dans la tech pharmaceutique
en promettant de trouver, de mettre au point une machine capable de livrer des analyses sanguines à base uniquement d'une goutte de sang, au lieu qu'on vous fasse des prises de sang et qu'on les envoie à un labo et que ce soit très long, etc. Là, l'idée, c'était une goutte de sang dans une machine et tac, les résultats sortent tout de suite. Et elle a réussi à faire des levées de fonds absolument colossales pour sa société Theranos, à tel point qu'elle est devenue la grande figure féminine de ces nouveaux pontes de la tech. Donc il y avait Mark Zuckerberg, il y avait tous ces gens qui sont devenus très célèbres, et puis il y avait elle au point qu'elle a fait la couverture de Forbes. Donc Bill Gates disait que c'était la nouvelle génie du monde, etc. Enfin, incroyable. Et malheureusement, en 2015, un journaliste a fini par bien faire son travail et par découvrir qu'elle n'avait jamais réussi à trouver la technologie qu'elle vendait. Tout avait planté, et que ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant, c'est qu'elle dissimulait ses résultats de laboratoire en sous-traitant à d'autres labos, tout simplement. Et donc, elle a fait une gigantesque escroquerie. Et alors, non seulement la série raconte extrêmement bien tous ces événements, Amanda Seyfried, qui était une actrice qu'on n'avait pas vue dans un rôle très très sérieux comme ça, composer un personnage et le porter très longtemps, là elle trouve un rôle à sa mesure, et elle est absolument parfaite dans le rôle. Et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que en dessous de cette histoire d'escroquerie apparente, on vous raconte autre chose, qui est que c'est évidemment très très mauvais pour le féminisme, tout ça. Parce qu'on se disait, enfin une outsider, enfin une grande figure qui va jouer les coudes avec ce monde si masculin des hommes qui sont en train de définir le monde de demain, si tu veux. Et le fait que ce soit un plantage, un ratage complet, une gigantesque escroquerie, ça fait du tort à toute l'image de la femme, et ça fait du tort à l'idée qu'une femme puisse un jour accéder à un tel statut. Si je rebondis un petit peu dessus, oui, c'est un énorme coup de bluff, donc on l'a compris. Donc je rappelle Amanda Seyfried dans la série, mais aussi Naveen Andrews, que les fans de Lost reconnaîtront, et des acteurs secondaires assez prestigieux, comme William H. Macy, Stephen Fry, Michael Ironside, qu'on a déterré depuis le dernier Robocop. C'était sorti en mars 2022, je rappelle. Et c'est la journaliste qui avait mené l'enquête, qui est un petit peu derrière la série, après avoir fait une série de podcasts. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Puis en plus, il y a vraiment quelque chose à raconter sur la longueur, sur comment cette personne s'est faite elle-même, Elizabeth Holmes, parce que c'est un personnage psychologiquement très très complexe, que Amanda Seyfried se régale d'ailleurs à explorer, notamment parce que comme elle a quitté l'université et qu'elle s'est lancée dans la tech, il y a une légende de self-made woman qui se crée tout de suite. Donc déjà elle se met une pression colossale, elle peut pas dégringoler de son socle, c'est impossible. Et on voit par exemple qu'elle se transforme la voix, et ça elle l'avait vraiment fait dans la vraie vie, pour avoir une voix plus grave, un peu autoritaire peut-être. Oui, exactement, et sonner plus comme un homme, bizarrement, et donc voilà, pas avoir une voix de petite gamine, mais avoir une vraie voix très installée de chef d'entreprise et tout ça. Donc c'est une vraie mythologie qu'elle crée autour de sa personnalité, et on sent bien la fuite en avant de cette personne qui est prise dans son mensonge, parce elle est tellement sur un piédestal au bout d'un moment qu'elle peut pas tomber de là. Je veux dire, elle se relèvera jamais de la chute. Alors, elle a gagné un prix pour ça, meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm aux Golden Globes en 2023. Tout à fait. Pour Amanda Seyfried. Amandine, je me tourne vers toi. Ce genre de mini-série tirée d'une histoire vraie, c'est un genre de truc qui pourrait t'intéresser, ou t'es plus genre true crime ou comme ça? Alors moi j'aime beaucoup les mini-séries déjà. Je trouve que ça a un rythme, tu vois, dans la narration que j'apprécie vraiment. Et pour le coup, The Dropout était assez incroyable. Ouais, il y avait ce côté un peu de drame, mais moi tu vois je le relie beaucoup au true crime pour le coup, parce que oui on n'est pas sur un crime, mais les true stories comme ça j'aime bien, je suis assez cliente. Et du coup plutôt fiction tirée d'une histoire vraie, ou plutôt un documentaire vraiment avec des images d'archives J'aime bien les deux. Je dis ça parce que les deux ont beaucoup de succès. Ouais, les deux ont du succès. Moi c'est un peu mon péché mignon, les documentaires quand même. J'aime bien me dire c'est pas des acteurs. Gauthier, à qui tu conseillerais cette série ?
Je la conseille à absolument tout le monde. Alors évidemment pas aux petits-enfants parce qu'ils comprendraient rien. Mais à toute personne, par exemple, toutes les personnes qui ont aimé The Social Network, par exemple, de David Fincher, c'est vraiment le même type d'histoire et surtout comprendre ce qu'il y a derrière la psychologie de ces gens qui refont le monde, vraiment. Je félicite là aussi les gens qui ont trouvé le titre de la série parce que The Dropout, ça veut dire à la fois la personne qui a quitté l'université, donc qui a drop out de l'université, et c'est aussi The Drop Out, donc la goutte qui sort du doigt et qui doit servir à faire ses analyses sanguines. Et c'est même très mignon de voir une couche de psychologie supplémentaire sur ce personnage où on finit par comprendre que au fond d'elle, il y avait peut-être aussi une petite fille qui n'aimait pas se faire des prises de sang, tout simplement, qui avait peur de ça. Et peut-être que toute cette catastrophe vient en fait d'une idée si bienveillante, si gentille de dire allez, on arrête la barbarie, maintenant plus qu'une goutte de sang, et puis voilà, vous aurez vos résultats d'analyse. Toute personne qui veut s'intéresser à une histoire très très intéressante et très bien racontée et conviée. Voilà. Merci beaucoup Gauthier pour cette recommandation. Alors c'est disponible sur Disney+. Disney+, tout à fait. On enchaîne tout de suite avec les sorties de la semaine. Et cette semaine, on va parler des sorties qui sont sorties entre le 3 et le 9 février, bien sûr. Avec depuis lundi 3 février, notamment sur Max, la sortie de Common Side Effects. Qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle série animée pour adultes dans la veine de BoJack Horseman, par exemple, ou Rick et Morty. Alors, c'est une production Adult Swim, c'est pour ça que je cite notamment Rick et Morty. Et ça a été présenté au Festival d'Annecy en juin dernier et au Comic-Con de San Diego. Donc attention, on est quand même sur une série animée qui est quand même plutôt attendue. Elle a un style très marqué, je vous fais le pitch en une phrase. La série suit deux amis, qui s'appellent Marshall et Frances, qui tombent sur une nouvelle drogue aux effets secondaires révolutionnaires. Soigner n'importe quelle affliction avec un petit champignon magique. Et du coup, ils deviennent la cible, évidemment, de Retical Pharmaceuticals, un conglomérat pharmaceutique, vous l'aurez compris, sans scrupules, et ils se retrouvent au cœur d'une conspiration mêlant secret d'État et agences gouvernementales. C'est de Steve Ellie et Jeff Bennett qui ont coproduit, et c'est coproduit par Greg Daniels. Greg Daniels, c'est juste l'un des producteurs qui a adapté The Office aux États-Unis à l'époque, et un des plus gros producteurs du SNL, du Saturday Night Live. Voilà, donc une série animée à suivre, disponible sur Max à partir du 3 février. Depuis mercredi dernier, soit le 5 février, vous pourrez retrouver Amy Schumer, qui est de retour dans une comédie romantique complètement déjantée. Ça s'appelle Baby Bluff. C'est un film. Et pourquoi est-ce que je dis déjanté ? Parce que figurez-vous que Amy Schumer incarne un personnage qui s'appelle Lenny, qui est jalouse de la grossesse de sa meilleure amie. Et de colère. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle commence à porter un faux ventre de femme enceinte pour essayer de subvenir à cette situation qui est conflictuelle et problématique chez elle. Et c'est là qu'elle va tomber sur le prince charmant. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est une comédie de Tyler Spindle qui avait fait The Wrong Missy, et c'est aussi avec Julian Bell, Will Forte ou Damon Wayans Jr. On aime Amy Schumer, Gauthier ? Oui, mais j'aimerais bien qu'elle se sorte un peu de ces films. J'ai l'impression que tous ces pitchs, les pitchs de toute sa carrière sont complètement interchangeables. Oui. Donc, mais je l'aime bien, oui. Toujours sur Netflix, le lendemain, depuis le 6 février, est disponible une série. Alors attention, c'est une série, une fiction allemande, mais elle devrait plaire à tous les fans de Black Mirror. En 6 épisodes, on va s'intéresser à une intelligence artificielle. C'est une tendance, mais cette fois, c'est une intelligence artificielle d'aide à domicile qui a été développée dans les années 70 et qui prend en otage une famille moderne 50 ans plus tard. Et du coup, qui est donc cette fameuse Cassandra qui donne son nom à la série et qui prête ses traits au robot domestique qui séquestre cette famille. Donc si vous avez vu Megan, le film avec la poupée, avec une intelligence artificielle, et que vous lui rajoutez un petit peu de rétro des années 70 en Allemagne, je crois que ça se passe à Cologne, voilà, vous avez Cassandra, donc 6 épisodes pour une série. C'est incroyable, vraiment je vous le conseille. Tu la regardes, tu l'as vu déjà ? Ouais, il est vraiment très cool. Et tu conseilles ? Ah, il est vraiment très cool. Enfin, en fait, il faut le regarder avec un millième de degré, mais c'est incroyable. On est sur je dirais pas un nanar, mais
C'est très jouissif. 6 épisodes pour un truc que Black Mirror aurait pu faire en 1. Ouais, mais en fait, c'est tellement second degré. Enfin, il y a ce truc que Black Mirror, tu vois, n'a pas, qui est vraiment l'autodérision. Et là, on sent, enfin, en tout cas, j'espère que ça n'a pas été réalisé sérieusement. On enchaîne tout de suite avec Prime Video qui propose le 6 février un film qui s'appelle The Order. Alors attention, c'est un film qui est sorti au cinéma un petit peu partout dans le monde, mais en France, ce ne sera que une exclusivité de Prime Video. C'est quand même un film avec Jude Law qui a une moustache. Jude Law et sa moustache face à Nicolas Hoult dans un film de braquage. Le pitch, c'est que ça se passe dans les années 80 et une série de braquages de banques et de vols de voitures a effrayé toute la communauté du nord-ouest des États-Unis. Et un agent du FBI pense que ces crimes ne sont pas l'œuvre du crime organisé, mais plutôt à attribuer à un groupe radical de suprémacistes blancs baptisé The Order, qui donne son nom au film. C'est un film de Justin Kurzel, c'est le monsieur qui avait fait Assassin's Creed. Oui, tout à fait. Voilà. Et Macbeth aussi. Voilà, qui est peut-être mieux que Assassin's Creed. Ça se discute. Très bien. Et au-delà de Jude Law et Nicolas Hoult, on retrouve aussi Ty Sheridan et Journey Smollett. Voilà, c'est le film j'ai envie de dire, de Prime Video cette semaine. Et ça enchaîne toujours sur Prime Video avec Dear You, Dare You, mon cher toi, qui est la saison 1. Si vous avez aimé Emily in Paris, voici Alma Boss à Paris. Une comédie sentimentale pour jeunes adultes, mais d'après ce que tu nous dis, Amandine, peut-être un petit peu plus sous la ceinture qu'on ne le pense. Alors, je ne sais pas si l'adaptation sera sous la ceinture, mais effectivement, Dear You, en fait, c'est l'adaptation d'un roman français d'une personne qu'on pourrait qualifier de la reine de la romance érotique à l'international. Emily Blaine, c'est un monument. Elle est française et elle a écrit, je vais peut-être pas dire des dizaines, mais je crois qu'on en est à quelques dizaines de livres du coup qui sont globalement toujours un peu formés de la même manière. On est sur une comédie romantique de base, sauf qu'il y a du sexe olé olé. Et vraiment, c'est une formule qui fonctionne. Enfin, c'est vraiment la nouvelle référence chez Harlequin moderne, en fait, qui a réussi à sortir la collection Harlequin de ces trucs un peu de mommy porn vintage vers du mommy porn, mais moderne. Alors, mommy porn, c'est des romans érotiques pour les mamans. Pour les mamans. Donc, de toute façon, c'est une série française. C'est créé par Julien Carpentier. C'est avec Carla Pauquin, Luca Mieliava et Terence Tell. Si on devait juste, parce que je veux vous lire le pitch officiel, non retravaillé, vous allez vous rendre compte d'un petit peu la teneur de ce Dear You saison 1. Alma, jeune parisienne, travaille dans un palace. Entre les exigences parfois farfelues de ses prestigieux clients, les rapports compliqués avec ses collègues et les histoires de cœur délirantes de ses potes, elle n'a juste pas le temps de rencontrer quelqu'un. Mais dans la ville de l'amour, rien n'est impossible. Comment attirer l'intérêt d'Alex, le millionnaire sexy mais arrogant qui s'est installé à l'hôtel ? Ou se rapprocher de Naïm, le barman cool qui vient d'être embauché ? Ou encore sexter avec Monsieur Nobody, mystérieux interlocuteur rencontré sur l'appli Dear You, dont Alma ignore l'identité, et qui est peut-être plus proche d'elle qu'elle ne le pense. Et quand elle se retrouve mêlée au secret de la disparition d'une cliente, la vie d'Alma devient définitivement mouvementée. Oui, pour le dire poliment, je crois que ma libido vient de bâiller très fort. On enchaîne en vrac parce que ça sort cette semaine aussi et les amateurs apprécieront et les amatrices aussi. Young Sheldon qui débarque sur Disney+, saison 1 à 6. The Kardashians, saison 6, toujours sur Disney+, ainsi que la saison 7 de 911. On a aussi The Head sur Max, saison 3. Invincible, saison 3, toujours sur Prime. Et on va le dire vite fait, même si on ne traite pas les sorties de Canal+, mais le retour de Dexter, qui est quand même un petit événement en soi. Bien sûr. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Amandine d'avoir été avec nous. Je te propose de rester assise bien confortablement sur ton siège. Tu vas passer maintenant l'interrogatoire habituel de fin d'émission. C'est l'interview originale d'Amandine Jonio. Je te rappelle le concept rapidement. 10 questions pour mieux cerner quelle utilisatrice de plateforme tu es. Est-ce que tu es prête ? Tout à fait. On commence tout de suite. Ciné, animé, série, doc. Qu'est-ce qui t'attire en priorité sur les plateformes ? Les séries. Directement. De manière, quand c'est des documentaires ou quoi, il faut que ce soit sériel pour des questions très pragmatiques de timing.
J'ai pas le temps de me poser 2 heures devant quelque chose. Ce qui souvent est un peu hypocrite parce qu'au final, je finis par binge-watcher pendant 4 heures les épisodes. Et 4 fois 40 minutes, voilà. Ça fait quoi? Mais j'ai ce truc de, au moins je peux. Je peux arrêter quand je veux. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a fait passer le pas pour intégrer justement toutes ces plateformes à tes habitudes? Il y a une série déclencheur, un truc qui t'a fait t'abonner? Alors, il n'y a pas vraiment de série de déclencheurs. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup le travail qui a fait que, vu qu'il fallait que je continue à regarder les séries qui sortaient, j'avais pas vraiment d'autre choix que, tu vois, d'avoir pas mal de plateformes du coup à dispo. Et il y avait ce truc de, moi j'aime bien regarder les séries, c'est un truc que j'aime bien faire, tu vois, parler des séries avec les gens, conseiller, j'adore conseiller des nouvelles séries qui m'ont vraiment plu ou justement aller voir des séries qu'on m'a conseillées. Donc il y a aussi un côté très social sur les plateformes qui fait que du coup j'ai envie d'être au courant de tout. Plutôt nouveauté ou plutôt fond de catalogue pour des séances de rattrapage? Alors les deux, puisque les nouveautés c'est vraiment pour le travail, encore une fois, puisque oui, je peux pas regarder des séries 10 ans après tout le monde parce que je dois écrire dessus. La réalité c'est qu'il y a beaucoup de séries vraiment cultes, tu vois, que je n'ai jamais vues et que j'ai envie de voir et que du coup je finis par voir très en retard. C'est le cas par exemple de Sévrance que j'ai découvert il y a 1 mois, du coup pile pour la saison 2, c'était pas mal. Mais voilà, généralement je suis très en retard sur les choses. Est-ce que malgré tes abonnements, tu loues encore des VOD par exemple? Alors pas du tout par contre. Ok. Quel est ton rapport au cinéma en salle par contre ou à la télévision depuis que tu as intégré toutes les plateformes à tes habitudes? Alors j'étais déjà pas une très grosse consommatrice de cinéma. C'est pas du tout un truc qui m'a été inculqué quand j'étais petite. C'était pas les sorties qu'on faisait avec mes parents. Donc j'y suis allée plusieurs fois, mais vraiment c'est pas un réflexe ou un automatisme. Et du coup, il y a vraiment ce truc de le cinéma, c'est un événement où pour vraiment, tu vois, des films qui m'ont marqué, non, puisque je savais pas avant, mais en tout cas pour des films dont j'attendais qu'ils me marquent. Il y a vraiment ce truc de quand je vais au cinéma, c'est pas pour rien, et c'est vraiment parce que j'ai une attente démesurée sur ce film. Et je me dis, ok, là, ça vaut bien de... Tu peux nous donner un exemple, par exemple? Alors, par exemple, ça commence à dater, hein, mais par exemple, Joker 1, je précise, le 1. Joker 1, voilà, j'étais prête pour le coup à payer tout ce que vous voulez pour aller le voir. Je me rappelle à l'époque, mais c'est pareil, c'était il y a une dizaine d'années, L'écume des jours, tu vois, de Michel Gondry. Ouais. C'est vraiment du coup des moments très ponctuels et vraiment hyper sporadiques, tu vois, dans ma vie, mais qui pour le coup m'ont marqué. Et en plus, souvent il y a tout le truc autour de, du coup j'y vais pas toute seule, j'y vais avec quelqu'un, tu vois, pour une raison bien particulière, parce que j'ai envie de le voir avec la personne. C'est une sortie. Ouais, exactement. Tu es ce qu'on appelle une spectatrice occasionnelle. C'est ça. Tu es plutôt serial binger ou consommatrice raisonnée? Serial binger de ouf. Télé du salon, tablette au lit, téléphone dans les transports, c'est quoi ton support favori pour regarder des contenus de plateforme? Alors, ce serait plutôt la télé du salon, parce que j'avoue que sur le téléphone, j'arrive pas à m'y faire. Enfin, c'est vraiment utilitaire quand j'ai besoin de le faire, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie. Non, télé du salon, c'est bien, c'est plus confort. Est-ce que les productions de plateformes sont un sujet de conversation avec tes proches, mais en dehors de tes activités professionnelles? Oui, quand même. Comme c'est quelque chose que moi je consomme beaucoup, notamment les séries, j'ai souvent tendance à conseiller des séries et à être demandeuse aussi, tu vois, de conseils sur ouais, vous avez découvert quoi? C'est un truc que j'aime bien. C'est ce que tu disais tout à l'heure d'ailleurs sur le fait de t'être mise aux plateformes parce que tu parlais autour de toi et tu entendais parler de séries, quoi. Ouais, je trouve qu'il y a un aspect très social des plateformes, alors évidemment qui était aussi, tu vois, le cas sur les diffusions hebdo à la télé hertzienne, hein, mais du coup qui se perpétue avec les plateformes et que je trouve cool et qui d'ailleurs est assez cool. Enfin, on voit que les plateformes sont revenues à une diffusion très hebdomadaire justement parce que il y a cette attente un peu collective qui se crée et je trouve ça, pour le coup, je trouve ça cool, même si c'est personnellement quelque chose que je déteste parce que je déteste les cliffhangers. Enfin, vraiment, ça me frustre énormément. Mais c'est quelque chose, en fait, qui est très malin et qui est très cool et qui participe, tu vois, à créer l'attrait et la hype autour de la série. Et puis l'attente aussi entre les épisodes. Mais ouais, bien sûr. Question business, comment on récompense toutes ces productions de plateformes? On crée des nouvelles catégories, on intègre une nouvelle cérémonie, comment on fait? Moi, je suis vraiment très partisane de les intégrer à des choses qui existent déjà. J'ai beaucoup de mal en fait à comprendre l'élitisme qu'il peut y avoir, tu vois, avec le cinéma classique entre guillemets ou les séries classiques par rapport aux plateformes, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on juge un support et pas un art en tant que tel. Il y a vraiment ce truc de pourquoi est-ce qu'une série Netflix ne serait pas aussi bonne qu'une série sortie sur la télé hertzienne? Pourquoi est-ce qu'un film sorti sur une plateforme ne serait pas aussi bon? Enfin, évidemment il y a tout, il y a des trucs pas forcément hyper glorieux.
Mais il y a aussi, je trouve, des très bons films et des très bonnes séries, tu vois, qui sortent sur ce genre de plateforme et qui mériteraient de compétiter avec des trucs beaucoup plus classiques. Dans le même bain. Ouais, exactement. Mais c'est parce qu'en France, on a des questions d'économie autour de ça. Les films qui sortent en salle ne prennent pas les mêmes risques économiques. Et c'est pour ça que quand ils se retrouvent à se disputer les mêmes prix, ils font la grimace. Non, bien sûr, mais ça, c'est un truc, tu vois, que je comprends totalement. Mais c'est vrai que sur le principe vraiment intrinsèque du truc... artistiquement parlant, artistiquement parlant, moi, je vois pas du tout le problème. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, éthiquement, ont un peu ce truc de... Oui, mais il y a le cinéma et... les films des plateformes avec cette espèce d'élitisme qui est quand même souvent latent chez les réalisateurs. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal, artistiquement parlant, à comprendre ce discours. Dernière question, quelle est ta plateforme préférée et pourquoi ? C'est dur. J'aurais envie de te répondre Paramount+, quand même. Avec la série Avec Ex on the Beach. Alors, pas pour Ex on the Beach, parce que, bon, j'avoue que c'est pas la meilleure télé-réalité du monde. Mais je trouve que sur Paramount, il y a une vraie proposition différenciante. Alors déjà parce que je dois admettre qu'à titre personnel, je rattrape l'adolescence que je n'ai pas eue avec toutes les séries un peu nulles de MTV. Tu vois, tous les programmes du type de type Catfish, de type Teen Mom, vraiment tous les programmes de télé-réalité un peu trashouilles justement qui existaient sur MTV avant et dont tous mes copains parlaient quand j'étais en primaire et au collège et que du coup auxquels je n'avais pas accès. Donc j'ai pris un gros plaisir pendant quelques années à essayer de les regarder de manière un peu détournée, mais du coup quand Paramount+ est sorti, vraiment je me suis fait un binge de toutes ces séries que j'ai pas eues en étant enfant ado et c'était assez jouissif. Et même de manière générale, il y a pas mal de choses que j'aime bien regarder sur Paramount hors télé-réalité. Et après, il y a quand même, j'ai découvert il y a, je pense, du coup, 1 mois à peine Apple TV+. Et je dois admettre que je paierai pas un abonnement pour visionner les séries Apple TV+, parce que c'est trop peu, c'est trop segmenté aussi. Il y a ce truc de économiquement, c'est pas possible. Mais j'ai la chance de l'avoir pour le travail et j'ai vraiment beaucoup aimé les séries qui sortaient dessus, que j'ai rattrapées du coup. Donc ce sera Paramount+ pour toi. Ouais, Paramount. Merci beaucoup Amandine. Merci à vous. C'était Original, saison 1, épisode 13. On remercie notre invitée Amandine Jonio, journaliste tech au Journal du Geek. Je rappelle aussi co-animatrice du podcast Romantrique et toujours Magic Andou à la production. Merci Andou. On remercie aussi Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Et on se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Salut. Salut.